censé faire un point de presse il y a quelques jours, mais malheureusement l'agenda de la commission mise d'enquête ne l'a pas permis de la tenir. Dans ce collectif d'avocats, il y a mon confrère Charles Nguini, qui certainement doit être dans les embouteillages. Mon confrère Jugeux, qui certainement est également dans les embouteillages. Notre consoeur Sono, qui, à l'heure où je vous parle, assiste la personne qui a déclenché la décision, n'est-ce pas, de tenir ce point de presse. Mon confrère Paul Loulou et ma consoeur Jambé et moi-même assurons la défense de ces mises en cause, de ces suspects. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez entendu, d'une conférence de presse, mais il s'agit d'un point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange entre vous et nous à ce stade. Je crois que ceux qui suivent les procédures criminelles le comprennent. Depuis le début de cette affaire, en dépit du fait que nous ayons les moyens, vous le savez, de nous exprimer si nous le souhaitons, la défense n'a jamais exprimé quelque point de vue que ce soit dans le cadre de ce dossier. Nous avons observé avec beaucoup de déception qu'une campagne internationale de presse, savamment orchestrée, tendant non pas à rechercher les véritables coupables de cet horrible assassinat, mais tendant dès le début, même voire avant ce malheureux incident, à désigner notre client comme étant le commanditaire de ce crime. Alors je vais essayer d'être extrêmement synthétique pour éviter des discours. Ma conseil sur le dont je parlais tout à l'heure, qui achève l'assistance de nos clients. On va essayer d'être synthétique et didactique. 17 janvier 2023. Enlèvement, séquestration, torture et assassinat du journaliste Martinez. 22 janvier 2023. Découverte du corps au lieu dit Bobo 3 par SOA. Ouverture immédiate d'une enquête préliminaire sous l'autorité du procureur de la République près les tribunaux de première et grande instance de Oufou et de la Meufou à Famba. Conduite d'une autopsie sous l'autorité du procureur de la République. 2 février 2023. Mise en place d'une commission mixte d'enquête police-gendarmerie par M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur haute instruction du chef de l'État. Il convient d'indiquer que la légalité de cet acte pose et posera problème. 6 février 2023. Irruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Moukoulinga pour procéder à son arrestation. L'heure de 5 h du matin et sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition, en violation des dispositions des articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Les perquisitions effectuées ce jour à son domicile n'ont rien donné. 6 février 2023. M. Jean-Pierre Amougou Belenga a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a contesté toutes les accusations à lui imputées et dénoncé des questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. Martinez. 7 février 2023. Dans la journée du 7 février 2023, plusieurs perquisitions ont eu lieu à nouveau, sans mandat, à son domicile 6 en Val, lieu dit André Complexe de Hague, ainsi que dans ceux de ses deuxième et troisième épouses,
au siège du groupe La Nerdonne, 6 au quartier Koudou, lieu du Wanda, et au siège de la télévision Vision 4 ensemble. Il est à noter que s'agissant de la perquisition au domicile de la seconde épouse, Madame l'avocate générale Sarah Limunga, Bouzamou Belinga, les gendarmes s'y sont introduits de force et par effraction, défonçant les portes à la hache et à l'arrache-clou, ce après 18 heures, et en l'absence de la composante policière de la commission mixte, ils ont interpellé Manu Militari, les occupants et visiteurs du dit domicile, qui n'ont été relâchés que 24 heures plus tard, sous garant. 7 février 2023. Dans la nuit du 7 février 2023, une première confrontation avec le lieutenant-colonel Ndawé Justin, au cours de laquelle il a été demandé à M. Jean-Pierre Moupelinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Ndawé. Il a répondu par l'affirmative en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Au lieutenant-colonel Ndawé, la commission a posé la question suivante. Dans votre précédente audition, vous avez déclaré ne pas connaître M. Jean-Pierre Amoubou Belinga. Maintenez-vous cette position? Ce dernier s'est rétracté en indiquant qu'effectivement il connaissait M. Amoubou Belinga et dans les conditions et circonstances qu'il a indiquées précédemment. La commission lui a posé la question suivante. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous ayez précédemment nié le connaître? Le lieutenant-colonel se répond, compte tenu de l'environnement, dans un premier temps, je ne voulais pas être mêlé à ça. Fin de citation. 9 février 2023, deuxième perquisition à l'immeuble siège à Ouarda. La particularité de cette seconde perquisition au siège du groupe l'anecdote est qu'elle s'est faite en présence de monsieur le commissaire du gouvernement et qu'il souhaitait vérifier le contenu de 3 coffres forts et emporter les 2 serveurs de surveillance intérieure et extérieure de l'immeuble. En dépit de l'absence de mandat, ce qui est une violation de la loi, comme précédemment indiqué, afin d'éviter des débats inutiles issus d'éventuelles obstructions et vu la présence physique de monsieur le commissaire du gouvernement, les conseils de ce collectif ont accepté que la perquisition se déroula à la condition sine qua non que la police scientifique et technique soit présente pour procéder au scellé dans les règles de l'art avec constatation des objets saisis dans le cadre d'un procès contradictoire établi séance tenante. Le commissaire du gouvernement a fait appel donc à la police scientifique et technique et l'on a procédé à la perquisition. Nous-mêmes, nous avons été surpris de voir que notre police scientifique et technique était très équipée en outils pour procéder aux perquisitions conformément aux articles 119 et suivants du Code de procédure pénale. 9 février 2023, les collaborateurs de M. Jean-Pierre Amoubou Belinga ont été illégalement arrêtés au groupement territorial de gendarmerie après qu'ils aient été entendus dans le cadre de l'affaire de l'assassinat, puis libérés. Ils ont été conduits notamment Manu Militari au service central de recherche judiciaire, où ils ont été incarcérés dans des cellules sans titre de détention, ni bon de garde à vue. 10 février 2023, les auditions des collaborateurs de M. Amoubou Belinga, illégalement arrêtés la veille et illégalement détenus, ont débuté au service central de recherche judiciaire pour se poursuivre le samedi 11 février 2023 dans les mêmes conditions d'illégalité. 10 février 2023, deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndawé Justin et M. Jean-Pierre Amoubou Belinga. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisée par
a été caractérisé par des volte-face successives du lieutenant-colonel Daoué. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Mouroubilinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Sur interpellation, le lieutenant-colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA et qu'il a reçu comme avance une somme de 2 millions de francs CFA. Pour par la suite indiquer qu'après la réussite de sa mission et le compte rendu fait à son prétendu commanditaire, il n'a rien reçu jusqu'à ce jour et selon ses propres dires, il n'a jamais pensé réclamer le Kirolika. Or, lorsqu'on sait que selon ses propres déclarations, ces équipes de surveillance, de filiature et d'exécution étaient constituées de plus de 10 personnes, l'on peut s'interroger sur la pertinence de ces déclarations et sur la rétribution de l'ensemble des intervenants, sauf à considérer que ces hauts responsables de nos services d'intelligence ont pu mettre en péril leur carrière pour des sommes inférieures à moins de 100 000 francs CFA. En tout état de cause, les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndaoué, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse, car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence. A contrario, M. Jean-Pierre Mouroubilinga est apparu serein, cohérent et constant dans ses déclarations de bout en bout. Il a toujours affirmé qu'il est innocent de toutes les accusations et allégations portées à son encontre, qu'il sait qu'en réalité, l'objectif poursuivi par les auteurs, cette cabale, c'est la destruction de l'œuvre d'une vie, et que les atermoiements du lieutenant-colonel Ndaoué justifient à eux seuls cet objectif. Sur interpellation-réponse, le lieutenant-colonel Ndaoué a suggéré à la commission d'enquête une nouvelle piste, avec un nouveau scénario. Selon lui, il est fort possible qu'il y ait eu deux équipes. La première, la sienne qui aurait enlevé et molesté Martinez Zogo, lequel aurait été laissé vivant, et une seconde équipe dont il ignore la composition, mais qui aurait assassiné le supplicié. Ce qu'il a conclu sur un ton imagé par, je cite, « J'ai l'impression qu'il y a eu un coup dans le cou ». Fin de citation. À ce stade de l'évolution de l'enquête, au vu des multiples violations de la loi, des contradictions qui ne font que s'accentuer et en l'absence de toute évidence, ce dossier ne comporte à ce jour que deux certitudes. La première, c'est que M. Martinez Zogo a bel et bien été enlevé, torturé et assassiné. La seconde, c'est qu'il y a une vaste campagne médiatique nationale et internationale avec l'appui de Reporters sans frontières, nourrie par une main noire d'informations orientées, a été mise en place avant, pendant et après l'assassinat de Martinez Zogo pour accréditer un scénario criminel tendant à faire croire que les principaux commanditaires de ce crime seraient M. Amogo Belinga du Bouladédoc et M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Lessard. Notez bien, il convient de faire remarquer que dans ces multiples contradictions, lors de la seconde confrontation, le lieutenant-colonel Ndaoué ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances, Lupo Mutazé, qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais en venir à la cause factuelle de votre présence ici. Lorsque une escouade d'une soixantaine de gendarmes armés jusqu'au lançon ont envahi ces mêmes locaux, nous étions en audition au groupement devant la commission mixte mise en place par le chef de l'État. On nous a indiqué que ce lieu avait été complètement encerclé et envahi de gendarmes.
nous sommes précipités ici. Effectivement, nous avons trouvé ici, y compris dans cette salle, des hommes en armes, etc., à la question de savoir, que faites-vous là? Ils nous ont dit, nous sommes venus porter des convocations. Et nous devons ok, est-ce que pour porter des convocations à un historien camerounais, vous avez besoin de 60 militaires armés jusqu'au temps? Ces convocations étaient adressées principalement à 6 collaborateurs de M. Jean-Pierre Moubé. 6 collaborateurs choisis pour leur poste clé dans ces différentes structures. Je vous cite un seul exemple. La responsable de la banque, qui est la seule qui a la signature auprès de la BERD pour sortir de l'argent. Il y a ce qui est sa directive de communication, qui est celle qui exprime, n'est-ce pas, le point de vue du groupe. Et puis un certain nombre de collaborateurs du président. Il se trouve qu'ils étaient convoqués par la commission mixte d'enquête mise en place par le président de la République. On les y a accompagnés. Ils ont été reçus par la commission. Ils ont été entendus. À la fin de l'audition, on leur remettait leur carte d'identité, on leur demandait de rentrer chez eux ou à leur bureau. Sauf que lorsqu'ils sont descendus, ils ont descendu les escaliers, il y avait un groupe de gendarmes qui les attendait là-bas. On les a pris. On les a d'abord enfermés dans une salle qu'ils appellent salle des opérations, et en plus on les a transformés à ce stade-là pour une destination inconnue de nous. Il a fallu qu'on fasse quelques démarches pour savoir qu'en fait, on les a menés au camp Yaya, où se trouvent, n'est-ce pas, les cellules, n'est-ce pas, du CED. Ils y ont été auditionnés. On a même donné, moi je ne savais pas qu'on distribuait des t-shirts aux gens lorsqu'ils étaient en garde à vue, mais en tout cas, on les a détruits tout ce qu'ils avaient, on leur a fait enfiler des t-shirts jaunes avec pour moi, pas. Ça ressemblait à des t-shirts de footballeurs. Et on les a mis en cellule. Ils sont restés en cellule pendant 3 jours et on leur posait des questions sur le fonctionnement global du groupe et sur les éventuelles malversations financières qui s'y dérouleraient. C'est comme cela qu'ils ont été entendus. Évidemment, nous, avocats, qu'avons-nous fait? Nous avons introduit, le 13 février, une requête en habeas corpus auprès du président du tribunal de grande instance, une fournie, pour arrestation illégale, détention illégale et violation du code de procédure. Cette affaire aurait dû être appelée le mardi, mais il s'est trouvé que le texte oblige le président du tribunal de grande instance à notifier au geôlier une injonction lui demandant de se présenter par devant lui avec les personnes détenues et les titres d'arrestation et de détention. Ce qui a pris 2-3 jours. Si cela a été fait, cette affaire a été appelée hier devant le président du tribunal de grande instance. Mais quand ils ont vu l'injonction du président et notre requête, nuitamment, ils ont entrepris de libérer un à un, n'est-ce pas, ces 6 personnes, dont la dernière a été, n'est-ce pas, exfiltrée, on va dire ça ainsi, hier. Alors il se trouve que ce matin, c'est-à-dire 17 février, à 7h30, moi je me suis couché vers 2h du matin, mon téléphone a sonné à 7h30, on m'indique que le service central de recherche judiciaire du CED demande la comparution de mademoiselle Ben Diane, qui est la secrétaire particulière du président directeur général du groupe L'Anecdote. Moi, je pose la question, de quoi s'agit-il? On me dit non, c'est pour des précisions sur ces présences d'audition. On n'est pas devant la commission d'enquête mixte. C'est la gendarmerie qui demande. Je dis donc dans ces conditions, comme j'ai d'autres obligations liées au même dossier
auprès du commissaire du gouvernement, j'ai décidé de proposer à ma consoeur, Maître Sono, d'aller assister cette demoiselle auprès de l'enquête où elle avait été convoquée. Nous faisons comme Maître Charles-Guigny, que j'ai introduit tout à l'heure, et Maître toujours qui arrive, qui arrive. Bon, le collectif est complet. Elle y est allée. Elle pensait qu'elle était convoquée dans la suite des enquêtes concernant les malversations éventuelles du groupe, etc. Sauf que lorsqu'elle arrive là-bas, ma consoeur, comme je suis une bonne professionnelle, elle regarde sur le papier qui est sur la machine montable là, elle voit enquête, assassinat, matinée, Zobo et autres. Elle pose la question au lieutenant-colonel, nous sommes précisément dans le cadre de quelle procédure? Et lui de répondre, non, ici dans le cas de la procédure de l'assassinat maché. Donc, mais enfin, la commission mixte d'enquête siège autrement. Comment se fait-il que vous l'interrogez ici dans le cas de cette procédure? Est-ce que l'autorité judiciaire concernée, puisqu'ils ont été déjà déférés, puis renvoyés pour complément d'enquête, est-ce que le commissaire du gouvernement est au courant? Silence radio. Puis, elle nous a fait le message. Nous sommes transportés rapidement. On a suspendu. Nous étions en plein procès. J'ai laissé mon confrère ami pour poursuivre le dossier. Et je me suis transporté là-bas. J'arrive là-bas. Je trouve effectivement une situation incroyable. Je n'ai jamais vu mon client dans cet état. Je n'ai jamais vu mon client dans cet état. Il comprenait pas qu'une jeune fille, elle a 21 ans, qu'on veut la mener à des choses qui dépassent même son entendement elle-même. Sauf que cette fille a été d'un stoïcisme qui m'a même personnellement impressionné. Alors, quand elle m'explique ce qui s'est passé, lorsqu'elle est arrivée, on l'a menacée en lui disant, avant que Mme Son arrive, on l'a menacée en lui disant que vous êtes jeune, faites attention, si vous ne dites pas la vérité, vous allez finir enseigné comme tous les autres, etc. Donc, dès qu'elle est arrivée, ils ont baissé le ton et, à sa grande surprise, qui est-ce qu'on amène? Le colonel Ndawe. Le colonel Ndawe, qui évidemment a dû avoir une nouvelle inspiration, il a changé de scénario. Il ne dit plus qu'il avait donné les images à M. Amoubenga et qu'il était très content de voir ces images-là. Il dit plutôt que non, il a transféré les images dans le téléphone de la petite Ben Diane. Elle est tombée de nuit. Elle dit, écoutez, moi je suis en train de parler, voici mon téléphone. C'est entre Nantes, on a ouvert son téléphone à la date qui s'est dit le 17 et 18, il n'y a rien. On n'a rien vu. Alors, je quitte, je pars du CED, je fonds directement sur le commissaire du gouvernement. Et j'ai dit, monsieur le commissaire du gouvernement, ce n'est pas des choses graves dans cette affaire. Maintenant, il y a une nouvelle enquête parallèle qui aurait été ouverte au service central judiciaire du CED. Est-ce que le cadre juridique de l'affaire a changé? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez donné des instructions? Quand vous faites un soir faire le tour, vous demandez qu'on vérifie telle chose. Est-ce que vous avez demandé qu'on ouvre une nouvelle procédure parallèle à la procédure prescrite par le président de la République au CED? J'ai vu un monsieur décontenancé. Il était surpris par l'information parce qu'en fait, je lui donnais l'information. Pour le reste, vous savez très bien que je n'ai pas le droit de dire les choses qui se font derrière. Mais voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous trouvons avec une enquête présidentielle qui a été prescrite le 22. Et le 17 février, on se retrouve avec une enquête parallèle ouverte avec un nouveau scénario qui est bien loin du scénario de Reporters sans frontières. Qui est bien loin, n'est-ce pas, du scénario de mes amis d'Equinox. Parce que je voulais ici
démenti avec la dernière réserve. Le direct fait par M. Zogo d'Equinox, où il affirme que le commandant Soul, que le colonel Soul aurait négocié la sécurité de sa famille et qu'en contrepartie, il aurait fait des déclarations enfonçant, confirmant en tout point les déclarations du colonel Damir. Je voulais le démentir parce que nous sommes également ses avocats. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Je le dis avec autant de vigueur que ce sont mes amis. Ils ont mon téléphone. Zogo que je connais, tu m'appelles au téléphone pour me dire tu confirmes ou tu infirmes. C'est la seule chose que je fais depuis que les professionnels qui m'appellent ça, que je ne leur dis rien, mais je dis si vous avez une information, revenez à moi, je confirme ou j'infirme. Parce que la tête première étant secrète, je n'ai pas le droit de vous évoquer ce qui est fait. Mais aujourd'hui, j'ai informé le commissaire du gouvernement de ce point de vue. Je lui ai dit que je comprends que vous ne puissiez point parler, vu la lourdeur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Mais moi, je ne peux plus accepter que mes clients soient traînés dans la boue par des gens qui font, n'est-ce pas, du journalisme caniveau et qui, au lieu de venir à la source chercher la bonne information, préfèrent inventer des scénarios et dire que nous-mêmes, avocats, on a été violemment attaqués. Mais nous, on ne fait que notre métier. Mais désormais, on va se battre à armes égales parce que nous avons décidé de communiquer dans le cadre de ce dossier et de dire ce qu'il y a dans ce dossier. Ce détournement de procédure est une rébellion vis-à-vis de la décision présidentielle. Le président de la République a mis en place une commission mixte police-gendarmerie. Nous constatons que c'est devenu une affaire de la gendarmerie. Même pas la commission. Des non-membres de la commission gèrent une procédure parallèle à celle prescrite par le chef de l'État. Sommes-nous encore au Cameroun? C'est la question. Nous avons posé le problème également. Nous attendons les réponses. Nous attendons les réponses. Et comme je l'ai dit précédemment, ceux qui s'amusent à faire la vérité ne perdent rien à attendre. Parce qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, nous tirons les conséquences, n'est-ce pas, des actes que les uns et les autres posent avec ce que je dis, avec beaucoup de légèreté. Si vous saviez ce que nous savons dans ce dossier, 90% de ce qui est écrit ou publié dans les médias ne serait pas publié ni écrit. Parce que la vérité se trouve bien loin de tout cela. Et je veux terminer pour dire ceci en vous remerciant d'être venu. Est-ce que vous trouvez normal que pour un crime qui est commis le 17, le 6 février, on continue de parler de flagrance pour casser les portes des gens, pour perquisitionner sans mandat, pour arrêter les gens avec des armes de guerre? Est-ce que vous trouvez normal, rendu ce jour, 17 février, que nous autres qui sommes avocats dans l'affaire, nous ne sommes pas les seuls de Europe, puisque les autres mises en cause, ils ont leurs avocats, que nous ne sachions même pas où se trouve la scène de crime? Vous trouvez ça normal? Alors même qu'il résulte du dossier que les acteurs ont indiqué là où elle se trouve. Au début de cette affaire, il a été dit que le regretté Barthélémy Zogo, dont nous réclamons aussi la vérité, pour lui, aurait été transporté dans un sous-sol ici, torturé, exécuté sur ordre d'un ministre d'État. J'étais surpris en venant ici. C'était là le 6. Je m'attendais à ce que là où se trouve le parking, parce qu'il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de véritable sous-sol ici, il y a un parking.
malgré que ce parquet fut encerclé, protégé, puisqu'on a décrit que c'était la scène de crime, Dixit, les journalistes vivant à Paris. Est-ce que vous trouvez donc normal que jusqu'à aujourd'hui, les grands spécialistes d'investigation qu'il y a au Cameroun, là, que personne ne s'est intéressé à la scène de crime? Personne. Ça n'intéresse personne. Et pourtant, ils ont indiqué là où ils ont fait leur forfait. Mais ça n'intéresse personne. Ce qui est important, Jean-Pierre Moubelle est là. Voilà. La nouvelle tête qu'il faut abattre. Une fois que vous l'aurez abattu, vous n'aurez pas de réponse à la question qui a assassiné votre confrère Martinez. Tous les criminologues que vous éludirez, une enquête criminelle commence toujours par la scène de crime. Et on élargit les investigations au fur et à mesure. Et la toile, tous ceux qui sont impliqués s'expliquent. Je ne dirai pas plus. Je crois que c'était les gens qui s'expliquaient. Moi, je voulais vous remercier, mesdames, messieurs, au nom de tous mes confrères ici présents. Vous vous êtes déplacés. Je sais que ça a été un peu rapide. Et vous voyez bien que ce qui s'est passé aujourd'hui justifiait que l'on parle. J'ai dit, je vous remercie.